comment traiter la dépression sans antidépresseurs classiques? Parce que les antidépresseurs, je ne sais pas si vous savez, mais rendent assez confus et diminuent la mémoire. Nous avons des patients, enfin surtout, chaque fois qu'on a une secrétaire qui a sous antidépresseurs, là on est certain qu'on ne pourra pas la garder. Ça c'est certain. Des erreurs, des rendez-vous un peu n'importe où, ou des rendez-vous qui n'ont pas été donnés, ou des patients qui viennent ensemble au même moment. Il y a donc mieux. Comment le faire par les thérapies hormonales? Parce qu'en fait, les thérapies hormonales, c'est le traitement de la cause, l'antidépresseur classique, et le traitement des conséquences. Ça ne marche pas très bien, là. Ouais. Je pense que la pile doit être usée ici. Alors. Donc, quand on regarde aux critères de la dépression, parmi les critères, il faut avoir au moins 5 des 9 symptômes ici. Eh bien, tous ces symptômes, comme le manque de sommeil ou la prise de poids ou le manque d'intérêt, sont en fait des symptômes d'insuffisance thyroïdienne. En fait, ça, en tout cas, c'est typique de l'insuffisance thyroïdienne. Alors, il y a 4 types de glandes qui vont, lorsqu'elles ne fonctionnent pas assez, vont déterminer une sous-activité et vont donner la dépression. Donc, vous avez le manque d'hormones thyroïdiennes, le manque d'hormones surrénaliennes, surtout de cortisol, très important, le manque d'hormones sexuelles, dont le manque de testo et d'œstradiol sont les prédominants parmi ces hormones, et alors le manque aussi d'hormones de croissance avec l'hypophyse. Alors, les premiers traitements de la dépression ne sont pas, contrairement à ce qu'on croit, de prendre des antidépresseurs non bioidentiques ou non humains, parce que bioidentique, ça veut dire ayant la structure moléculaire la même que dans l'être humain, la molécule comparable existe. Et en fait, c'est les hormones bioidentiques qui sont en fait adaptées pour traiter la cause de la dépression. Alors c'est vrai, on dit qu'on peut être déprimé parce qu'on a eu un traumatisme, etc. Mais si on a des carences hormonales, on a beaucoup plus de possibilités d'être déprimé, et si on est déprimé, d'être plus gravement déprimé. Donc on traite cet aspect-là, ça n'exclut pas de faire une bonne psychothérapie. Donc c'est plus prudent, c'est des molécules beaucoup moins dangereuses. Vous verrez sur le site web où je mettrai toutes les références, vous avez les doses létales des produits. Et si on compare un antidépresseur en dose létale et l'hormone thyroïdienne ou d'autres hormones, les doses sont en moyenne 100 fois plus élevées. Il faut donner 100 fois plus à un animal pour le tuer qu'avec un produit non bioidentique. Donc c'est beaucoup plus prudent de donner des hormones. Alors, l'insuffisance de thérapie thyroïdienne de la dépression, des études ont déjà, et on le sait déjà depuis très longtemps, montré qu'il y a plus de dépression dans l'insuffisance thyroïdienne et que, en fait, l'insuffisance thyroïdienne est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit. Il y a plusieurs degrés, et ce qu'on nous a appris à l'université de traiter seulement lorsque les valeurs sont en dessous des valeurs de référence statistique est scientifiquement non justifié. Scientifiquement, il existe des carences avec des taux d'hormones à l'intérieur des valeurs de référence de la thyroïde. Nous avons vu ça, en fait, dans le cours de septembre. Alors, il y a plein d'études qui montrent que dans la dépression, ou que chez les personnes âgées, il y a une fréquence plus élevée d'insuffisance thyroïdienne avec des taux hormonaux qui sont toujours plus bas que chez les personnes plus jeunes. Donc, il y a une forte fréquence de dysfonction thyroïdienne, surtout hypothyroïdie dans la dépression. Et ici, on voit un peu toutes les valeurs qui sont perturbées dans la dépression, mais qui sont, en fait, montrent surtout un affaiblissement de l'axe thyroïdien dans le corps. Et on ne va pas prendre trop de temps. Le but de ce cours, c'est d'être pratique. Mais vous voyez, dans la dépression majeure, dans cette étude, ces deux études ici montrent des déficiences au niveau de la sécrétion de TSH. Donc, ces personnes qui ont une dépression majeure ne savent pas sécréter la TSH assez pour stimuler la thyroïde. Donc, fatalement,
il y aura trop peu d'hormones thyroïdiennes. Alors, donc, la fréquence de dépression dans l'hypothyroïdie, classiquement, est très élevée. Vous avez, par exemple, ici, chez les 75% des femmes âgées hypothyroïdiennes ont des épisodes de dépression majeure, pas de petites dépressions. Chez les personnes plus jeunes, les femmes hypothyroïdiennes plus jeunes, plus de la moitié ont de la dépression, alors que chez les personnes qui ont une fonction thyroïdienne considérée comme normale, mais il y a peut-être déjà une partie de ceux-là qui ont de l'insuffisance thyroïdienne, 18%. Alors, vous voyez ici, par exemple, vous avez l'incidence de la dépression. Eh bien, lorsque on a une hypothyroïdie subclinique, ça veut dire les valeurs normales des hormones thyroïdiennes, mais la TSH qui doit stimuler la thyroïde est trop élevée, qui indique déjà une insuffisance thyroïdienne. Eh bien, cette forme 3 fois plus de dépression. Si vous avez des anticorps contre la thyroïde, et environ 15% de la population en a, eh bien, vous avez aussi 3 fois plus de dépression. Mais par exemple, si une insuffisance thyroïdienne avec une T4 en dessous de la valeur de référence et une TSH au-dessus, ça c'est l'hypothyroïdie hypoclinique, 8 fois plus de dépression. Et dans l'hyperthyroïdie aussi. Donc il ne faut pas avoir trop, mais ni trop peu d'hormones thyroïdiennes. Ça, c'est très important. Ici aussi, on voit vraiment, selon les degrés de gravité de l'insuffisance thyroïdienne, vous avez de plus en plus de paramètres thyroïdiens, de paramètres thyroïdiens mauvais, mais plus de dépression, quoi. Alors, quels sont les mécanismes par lesquels l'insuffisance thyroïdienne peut provoquer de la dépression? Eh bien, les hormones thyroïdiennes sont les hormones dominantes pour stimuler la circulation de sang dans le corps, y compris dans le cerveau. Et donc, si vous avez trop peu d'hormones thyroïdiennes, vous allez avoir moins de sang qui arrive au cerveau, donc ces cellules seront un peu en asphyxie. Hein? Alors, vous voyez ici, dans l'hypothyroïdie, on a moins d'hormones thyroïdiennes, et bien il y a toutes sortes de marqueurs qui sont pas bien et qui font que le sang ici, 40% environ moins de sang en moyenne dans le cerveau, c'est quand même très substantiel d'avoir peu de cerveau. Hein. Donc, alors, il a moins d'oxygène et moins de glucose, presque 30% moins. Donc, c'est sûr que le cerveau ne peut pas bien fonctionner et il faut vraiment... je suis d'accord qu'il faut faire de la psychothérapie, mais il faut en plus traiter la cause de manque de molécules humaines. Vous avez vraiment... Oui ? Ça fonctionne, vous pensez? Non, ça ne fonctionne pas. Oui, le pointeur, mais... Oui. Alors, vous voyez aussi que dans l'insuffisance thyroïdienne, il y a moins de sérotonine dans le cerveau. Hein, tout ça, ça sort d'études. Hein. Donc, vous avez une étude, par exemple, chez l'animal aussi, en insuffisance thyroïdienne. On a vu qu'ils sont moins capables, en insuffisance thyroïdienne, lorsqu'on les met en insuffisance thyroïdienne, de produire la sérotonine, qui est vraiment le neurotransmetteur antidépresseur principal. Et lorsqu'on donne un traitement thyroïdien à ces animaux, eh bien, on augmente les taux de sérotonine et de son catabolite. Donc, on augmente aussi l'utilisation de la sérotonine. Et là, vous voyez ici avant, après, hein, vous voyez comme le visage se clarifie. Eh bien, c'est ces enfants avec du myxédème qui avaient un taux de sérotonine diminué, etc. Eh bien, on a vu en fait que ça normalisait les sérotonines. Alors, vous voyez en fait quel genre de dépression est-ce que la thérapie thyroïdienne peut améliorer? Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle dépression. C'est les dépressions qui commencent dès le matin, ou la personne qui se sent déprimée dès qu'elle ne fait rien. Vous avez des personnes, dès qu'elles ne font rien, elles ne se sentent pas bien, donc elles vont être en mouvement, etc. Sinon, elles sont un peu déprimées. Hein? Alors aussi, la dépression réfractaire, celle où les antidépresseurs ne fonctionnent pas. Ça, c'est typique. Il faut penser à l'insuffisance thyroïdienne. Et aussi, une autre qui est très typique comme dépression, c'est on ne parle plus de maniaco-dépression, on parle de troubles bipolaires, avec surtout rapid cycling, je ne connais pas le terme
francophone, mais vous allez voir ce que ça veut dire exactement dans les dias qui suivent. Alors, l'importante observation qu'il faut savoir avec ces traitements, c'est qu'il faut toujours donner de la T3 avec la T4, pas la T4 toute seule. Donc, ça marche mieux. Les études l'ont montré. Ici, une étude qui montre on a un groupe de patients hypothyroïdiens traités rien qu'avec la T4, et puis un autre groupe par T4 et T3, on a moins de dépression, en fait, lorsqu'on donne des T4, T3, environ. L'intensité des symptômes de dépression était diminuée. Et plein d'autres choses, hein, plus d'énergie, etc. Donc ici, une étude qui montre où on remplace 50 microgrammes de T4 par la T3. On a ici deux études des mêmes auteurs, en fait, et on voit à chaque fois une amélioration de l'état psychoaffectif. Ici, on voit, par exemple, ça c'est l'étude que j'ai faite chez des patients qui vivent chez moi, étaient sur T4 et n'étaient pas contents. Eh bien, on les a mis sur une combinaison T3-T4. On voit que 26% de ceux qui avaient encore de la dépression, puisque 2/3 avaient de la dépression, 26% n'avaient plus de dépression, et 60% s'était amélioré de façon significative, je dirais même très significative, parce qu'il fallait vraiment que ce soit très net pour qu'on le note. Et donc, presque aucun n'avait pas d'amélioration. Donc, c'est très efficace. J'ai d'ailleurs toujours considéré comme les hormones thyroïdiennes et les œstrogènes comme étant les meilleurs, les plus forts antidépresseurs que nous avons dans la panoplie. Et moi-même, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai commencé la formation de psychiatrie. Et on n'avait pas beaucoup d'effets. Évidemment, j'étais dans un hôpital psychiatrique, c'était les cas graves, mais j'étais étonné à quel point les patients déprimés qui étaient traités pour l'insuffisance thyroïdienne lorsque j'étais venu travailler avec mon père amélioraient. Donc 9 sur 10, nette amélioration avec les hormones thyroïdiennes. Et ça sans psychothérapie. Hein. Alors, pour... ça marche? Ah oui, ça c'est plus facile. Oui, d'accord. Ouais, ça marche même sans pointer vers là. Alors, donc, les preuves que ça aide pour ce genre de fatigue matinale ou inactive sont un peu ces études ici, surtout celle-ci, qui montrent, celle de Bauer et aussi de Chopra, qui montrent qu'on récupère beaucoup mieux la récupération, c'est accéléré en augmentant les taux d'hormones thyroïdiennes. Ici, les études qui montrent que la dépression résistante aux antidépresseurs va quand même finalement être efficace quand on ajoute des hormones thyroïdiennes. Et vous voyez ici, selon les études, il y avait 6 études qui ont été publiées à ce moment-là. Et on a... Oula, c'est pas le bon, ça. Voilà. Donc, vous voyez ici, 29 à 100% selon les études d'amélioration dans les dépressions réfractaires. Et ça, c'est systématique. Hein. Quand un traitement est réfractaire, quand le patient est réfractaire à un traitement, il faut penser qu'il y a une carence hormonale là derrière, et une de celles les plus fréquentes, c'est l'insuffisance thyroïdienne. Donc, si vous avez une hypothyroïdie, cette personne ne va pas bien répondre aux antidépresseurs. Et ici, vous voyez dans la dépression réfractaire le nombre de ceux qui ont une TSH au-dessus de la limite supérieure est très impressionnant d'ailleurs. C'est plus de 50% comparé à d'autres formes de dépression. Donc, c'est vraiment une dépression qui est probablement liée ou causée par une insuffisance thyroïdienne. Ici, que lorsqu'on provoque chez l'animal une dépression, une hypothyroïdie profonde, et on le rend déprimé, on ne parvient pas à inverser ça si on ne donne pas les hormones thyroïdiennes. Donc il faut vraiment
pensez à ceci. Sinon, même pour les psychothérapeutes, ils vont finir par s'épuiser, ça ne marchera jamais, ils restent déprimés parce qu'on ne traite toujours pas la cause physique qui est derrière. Alors ici, on voit que c'est surtout la T3 parmi les hormones thyroïdiennes qui est la plus intéressante, parce que si on la donne séparément avec des antidépresseurs tricycliques où le patient ne répond pas au traitement, et on ajoute la T3, et ça peut être aussi une dose aussi basse que juste 25 microgrammes par jour. C'est souvent 50 microgrammes ou plus, mais 25 peut être suffisant pour inverser et améliorer vraiment, diminuer fortement la dépression. Alors, pourquoi la dépression bipolaire ? Eh bien, on voit ici qu'en effet, que les patients avec insuffisance thyroïde, les patients qui ont un trouble bipolaire en général, il y a des insuffisances thyroïdiennes, mais il n'y a pas une augmentation très nette. Par contre, dans ceux où il y a, on passe d'une phase maniaque à une phase dépressive, puis une phase maniaque où ça peut aller beaucoup, entre 4 et 50 fois par an, où il peut vraiment avoir beaucoup de variations. Là, plus de 50% ont des dysfonctions thyroïdiennes dans les tests de labo. On voit ici, par exemple, ceux qui ont l'hypothyroïdie grade 1, eh bien, 2 fois plus dans les bipolaires affectifs rapid cycling. Donc, rapid cycling, c'est ceci, c'est 4 ou plus d'épisodes en dehors de 12 mois de dépression, et puis hop, etc. Donc, ils bougent de l'un à l'autre, ils sont hyper heureux et puis dépressifs. Très, très fatigant pour l'entourage, ce genre de comportement. On ne sait jamais dans quel état d'humeur ils sont. Eh bien, ça se régularise en donnant des hormones thyroïdiennes. Donc ici encore des infos comme ça. Vous voyez un peu toutes les études diverses qui montrent qu'ils ont des problèmes de manque d'hormones thyroïdiennes, ou en tous les cas, les tests ne sont pas bons sur ce point de vue-là. Donc, on pense que vraiment, c'est le déficit d'hormones thyroïdiennes dans le cerveau qui fait qu'ils réagissent. Et en fait, on peut très bien comprendre ça. Quand vous manquez d'hormones thyroïdiennes, vous n'êtes pas bien quand vous restez tranquille. Et alors, à certains moments donnés, vous décidez, moi je suis dépressif, je ne suis pas bien, je vais me secouer, je vais être mieux. Et quand ils se secouent, ils vont mieux. Ils sentent que plus ils se secouent et plus ils bougent, mieux ils sont. Donc, ils sont dans la phase maniaque. Donc, ils restent en mouvement parce que sinon, ils ne vont pas être bien. Ça, ils sentent ça dans leur inconscient. Et alors, après un moment, ils sont épuisés, c'est trop de faire ça. Et puis alors, ils se posent, et puis alors, ils redeviennent déprimés. Et puis alors, s'ils ont beaucoup de volonté, hop, ils vont se secouer, et puis ils vont repartir dans une phase maniaque. Et ça va être de haut et de bas, des phases finalement de récupération, puis des phases d'utilisation de l'énergie. Mais tout ça se régularise avec les hormones thyroïdiennes. On se sent bien en toutes circonstances, qu'on soit assis, qu'on soit en mouvement, qu'on dorme, on se sent bien. Vous voyez ici aussi ce qu'on donne de la thyroxine, qui n'est pas le meilleur, mais qui est quand même mieux que rien. On voit en effet qu'il y a moins de phases maniaques, donc ça c'est sans traitement. Et plus on donne, moins il y a des phases des hauts et des bas. En fait, ce qu'on peut appeler, c'est que le trouble bipolaire, c'est le trouble des hauts et bas. Et on voit ici aussi dans les traitements que, par exemple, 90% de ceux qui ont ce genre de problème peuvent améliorer dans une étude, 70% dans les autres. Donc ça montre que la thérapie thyroïdienne est vraiment efficace. Ce sont déjà des plus anciennes études que je vous montre ici. Alors, quel genre la dépression peut être aussi causée par un manque d'hormones féminines chez la femme. Nous allons voir un peu quel genre de dépression ça peut donner. Donc, c'est une dépression un peu plus facile. On est plutôt dans une humeur un peu basse. Ici, vous avez des femmes post-ménopausées qui ont arrêté leur traitement à l'œstradiol. Donc, elles prenaient un traitement et elles ont attrapé de la dépression, en tout cas des symptômes dépressifs. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est que, en fait,
elles ne savaient pas si elles avaient arrêté parce qu'il y a un groupe qui a continué le traitement, ceux-là n'ont pas eu de problème de dépression. Par contre, ceux qui ont arrêté le traitement de l'estradiol parce qu'ils prenaient un placebo, leur dépression a augmenté 2 à 3 ou 4 fois plus de symptômes dépressifs. Et quels sont les mécanismes par lesquels les œstrogènes peuvent soulager la souffrance, la dépression? Eh bien, le premier mécanisme, c'est que les œstrogènes augmentent le taux de neurotransmetteurs antidépresseurs dans les synapses des neurones. Je vous rappelle que par millimètre cube de tissu de cerveau, vous avez 5 milliards de synapses, de connexions entre nerfs. Donc, dans tout le cerveau, puisqu'il pèse quand même assez lourd le cerveau, hein, je crois que c'est plus d'1 kilo, vous avez alors d'énormes quantités, hein, comme 5000 milliards de synapses. Et donc, tous ces synapses ont moins de neurotransmetteurs antidépresseurs s'il y a manque d'œstrogènes. Et les œstrogènes vont augmenter à tous ces niveaux-là. Et vous voyez que, par exemple, les œstrogènes augmentent les taux dans le sang du précurseur à la sérotonine, le tryptophane. Donc, on a plus de sérotonine lorsqu'on donne une thérapie aux œstrogènes, et donc il va y avoir plus de sérotonine ici. Les œstrogènes aussi inhibent un enzyme au niveau des synapses qui s'appelle le IMAO, monoaminooxydase inhibitor des monoaminooxydases, et qui normalement diminue les catécholamines qui sont des antidépresseurs. Donc il y aura plus de catécholamines qui vont rester là-dedans avec les œstrogènes. Donc plus de sérotonine, plus de catécholamines, les deux principaux types de neurotransmetteurs antidépresseurs. Et le deuxième mécanisme, c'est que les œstrogènes augmentent aussi une autre, c'est qu'ils augmentent plus la morphine ou l'activité morphinique au niveau de notre cerveau. Et par ces mécanismes, les œstrogènes peuvent soulager les dépressions quand les femmes ont lors des règles, parfois lors des prémenstruellement, avant les règles, mais normalement surtout pendant les règles. Ça, c'est très typique. Cette dépression qui est surtout apparaît lors des règles est uniquement soulageable par les œstrogènes, ou en majorité. On peut toujours essayer de traiter les conséquences, mais je parle de traiter la cause, c'est les œstrogènes. La dépression postnatale, il n'y a pas de secret, hein. Il faut des œstrogènes, évidemment. Il y a une chute énorme d'hormones sexuelles à ce moment-là. Dans la postménopause, dépression postménopausale aussi, évidemment, c'est un manque d'œstrogènes, on le sait. Alors aussi, dans toute une série de dépressions réfractaires, les œstrogènes sont efficaces. Donc, ici, on a par exemple dans la dépression menstruelle, chez les femmes préménopausées, donc qui ont encore leurs règles, puisqu'elles ont des... Et alors, on voit que la moitié des femmes qui font une tentative de suicide ont des taux d'œstrogènes bas, surtout dans la phase folliculaire, la première phase du cycle, et 42% de celles qui donc, font des tentatives de suicide, elles le font lors des premiers 7 jours du cycle menstruel, où les taux en général chez toute femme sont plus bas que par après. Donc, ça indique vraiment que ces œstrogènes sont probablement fort nécessaires. Ça suggère en tous les cas que ces œstrogènes sont probablement fort nécessaires. Et en effet, lorsqu'on donne des œstrogènes dans des cas comme ça améliore fort la situation. Alors, les dépressions pendant les règles, il y a aussi la fatigue à ce moment-là, due à l'insuffisance des taux d'œstrogènes. Et pour le traiter, ce qu'on fait, c'est qu'on peut donner uniquement pendant ces jours-là une demi-pression d'œstrogène, par exemple, du transdermal ou 2 pompes d'Estreva, dans les 4 premiers jours du cycle menstruel. Ça peut suffire uniquement, mais généralement, ça indique quand même qu'à d'autres moments du cycle, il y a un manque d'œstrogène. Alors, que faire si la dépression
peut durer plus longtemps avant les règles. Si on a entre quelques jours, 2-3 jours ou 2 semaines avant les règles, une femme se sent déprimée. Normalement, c'est dû à un manque de progestérone. Et alors la femme, en même temps, a d'autres signes de manque de progestérone, comme des seins qui gonflent douloureusement, une nervosité, irritabilité, par exemple. Mais certaines personnes, c'est plutôt alors un syndrome prémenstruel qui n'est pas vraiment dépressif. Si c'est vraiment de la dépression, alors les femmes ont généralement des seins plutôt tombants et ont tendance à avoir des règles qui viennent d'ailleurs trop tôt par manque d'œstrogène. Il faut donner des œstrogènes à ce moment-là. Donc, trop peu d'œstrogène pendant ces jours de la deuxième phase du cycle. Alors, ce que faut-il faire? Il faut donner un œstrogène transdermal, œstrogel par exemple, une demi à une pression pendant 3 semaines, comme minimum. Ça peut parfois être plus, ça peut parfois être 3 pressions. Mais le minimum serait de donner un peu d'œstrogène du 5e au 25e jour du cycle menstruel. Le premier jour, c'est le premier jour des règles. Et on ajoute alors de la progestérone orale ou vaginale. Dans la deuxième phase du cycle, du 15e au 25e jour du cycle. Donc, phase plus longue avec œstrogène, et à un certain moment, on ajoute en plus de la progestérone. Et ça soulage très bien. Donc, quand c'est prémenstruel, on est obligé de donner 3 semaines l'œstrogène. Alors ici, vous avez évidemment des études où on voit l'amélioration du score d'Hamilton, qui est une échelle avec des symptômes d'insuffisance de dépression, et chez des femmes qui périménopausées, donc qui ne sont pas encore vraiment ménopausées, mais qui commencent à avoir des pertes d'hormones féminines. On ajoute des œstrogènes seuls, ce que je ne ferai jamais. J'ajoute toujours la progestérone, mais bon, on a ajouté des œstrogènes. Et ça a montré en effet une bonne amélioration de ces patientes qui avaient une dépression quand même majeure. Donc, alors, les œstrogènes améliorent également la dépression postnatale chez la femme préménopausée, puisque ce sont des femmes qui ont été enceintes, qui restent encore fertiles par après. Vous voyez que l'incidence de la dépression postnatale, c'est environ 17% en Chine des femmes, en disant les 42%. Donc c'est très fréquent, pas traité en général, mais très fréquent. Et c'est dommage parce que le traitement n'est pas tellement difficile, hein? C'est ajouter les hormones sexuelles. Donc, surtout les femmes qui sont plus âgées que 35 ans, parce qu'elles risquent plus facilement d'avoir des carences en œstrogène. Donc, ce n'est pas psychique, hein, la dépression. C'est physique pour 90% et 10% psychique. En fait, ces femmes ont plein d'autres symptômes de manque d'œstrogène. Hein. Ce n'est pas seulement la dépression. Alors, pourquoi est-ce que ça survient? Ça, c'est facile à comprendre. Le taux, lors de la grossesse, d'œstrogène va hyper augmenter avec de la progestérone, des taux énormes. Et alors, au moment de l'accouchement, il y a une chute brutale et qui reste assez longtemps avant. En général, si une femme ne fait rien, 6 mois après, elle peut reprendre des règles si elle n'allait pas, par exemple. Mais même dans les 6 mois à 8 mois, en général, les femmes qui allaitent dans les pays africains assez longtemps peuvent réavoir des règles. Et donc, elles allaitent, elles font des hormones féminines et elles allaitent. Même un garçon, et ça ne le féminise pas. Donc, on peut augmenter les taux d'hormones féminines chez ces femmes à partir du 4 semaines après l'accouchement. Avant, il y a un risque, l'utérus est encore en dilatation et doit tout doucement se rétracter. Et si on donne plus tôt, parce que je l'ai fait une fois et je ne le ferai plus, une femme qui avait de terribles dépressions postnatales, on l'a donné presque directement après l'accouchement des œstrogènes et elle a fait des hémorragies surabondantes. Donc ça, on ne peut pas le faire avant. Il faut attendre 1 mois
peut-être 3 semaines, non, mais je pense qu'un mois serait mieux. Et c'est comme ça que je le fais. Et alors, on voit, donc, ça sont les taux, par exemple, où, après l'accouchement, les taux d'œstrogène diminuent, mais ceci, c'est en fait, indique une perte de cheveux qui est due au manque d'œstrogène et accessoirement progestérone. Donc, on peut même empêcher la perte de cheveux, ou en tout cas l'atténuer qu'on peut avoir après un accouchement. Alors, ici, vous voyez aussi d'autres informations qui montrent que les femmes qui sont une dépression postpartale ont environ 50% de taux d'œstrogène plus bas que les autres femmes. Ils ont aussi environ la même quantité en pourcentage plus bas de sérotonine dans le sang. Donc, il y a peut-être une corrélation. En tous les cas, cette étude a montré que plus bas sont les taux d'œstradiol, plus bas sont les taux de sérotonine. Donc, le taux qu'on retrouvait était aussi bas que 18 picogrammes par ml. Hein. Même une femme ménopausée n'a pas toujours ces taux-là. Hein. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'elles sont déprimées et qu'elles améliorent hyper bien quand vous donnez les hormones féminines. Donc, il y a aussi d'autres déficits qui peuvent apparaître parce que dans la grossesse peut donner une thyroïdite auto-immune et affaiblir la thyroïde. Et alors, il faut peut-être des hormones thyroïdiennes. Ça peut être un gros stress pour le corps d'une femme d'avoir une grossesse, mais surtout un accouchement peut-être très compliqué. Ça peut épuiser ses surrénales, il peut avoir un manque de cortisol, et puis elle peut avoir quelque part vieilli, et il y a un manque d'hormones de croissance. Donc il faut parfois donner ces autres hormones pour tout à fait corriger une dépression postnatale. Mais ça, vous verrez, vous aurez des tests de labo qui vont le confirmer. Donc il faut commencer immédiatement avec les hormones thyroïdiennes, c'est une insuffisance thyroïdienne, éventuellement avec le cortisol aussi, en donnant ces doses-là, par exemple 2 fois 10 mg à une femme ou plus une DHA, sauf si elles allaitent, là je prendrai une dose plus basse de DHA. Et alors, dont les hormones thyroïdiennes, c'est entre 30 et 150 mg d'un extrait thyroïdien, de préférence d'origine américaine, ils sont meilleurs. Et alors, l'hormone de croissance, qui peut être une dose qui est petite dose, 0,1 mg peut suffire. Et même si elles allaitent, hein, et surtout si elles allaitent, je dirais. Alors, j'attendrai un mois, pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Et alors, il y a évidemment 2 situations. Soit elle va donner le sein, soit pas. Je pense que c'est mieux qu'elle donne le sein. Mais le traitement est un peu le même, de toute façon. Du 1er au 25e jour du mois, hein, de chaque mois, prendre de l'œstradiol. Comme dans la femme ménopausée, on donne en moyenne 2 pressions d'œstrogène, par exemple, ou 3 pressions d'estrévin. Et alors, pour une progestérone orale ou vaginale, 100 mg par jour est parfait. Et avec ça, elle n'a pas de règles et elle a une sorte de stabilité. Et de l'énergie. Pas seulement une bonne humeur, de l'énergie. Aussi, le traitement que j'ai fait chez ma femme, par exemple, et avec ça, il pouvait travailler, quoi. Et au lieu d'être un peu flagada en donnant le sein, il a pu donner le sein, d'ailleurs, 2 ans et 2 ans et demi. 2 ans pour la plus jeune, enfin la plus âgée, et 2 ans et demi par après. Donc, mais sans ça, c'était pas possible. On l'a en fait donné parce qu'elle était trop fatiguée. Alors, si elle ne donne pas le sein et que les règles réapparaissent, il faut donner du 5e au 25e jour l'œstrogène transdermal, 3 pressions par exemple, 2 à 3 pressions, et alors 100 mg d'utrogestan du 15e au 25e jour du cycle, avant le coucher. L'œstrogène se donne le matin, la progestérone le soir, comme ça on dort mieux. Donc bon, ça c'est le traitement qu'on avait déjà expliqué. On peut parfois, certaines femmes sont tellement sensibles au manque d'œstrogène qu'il faut parfois
si on fait sur le mois, parce qu'elle donne le sein, continuer jusqu'au 27e jour du mois avec les deux. Mais les deux en même temps, dès qu'on donne la progestérone, il n'y a plus de nouvelles formations de muqueuses d'endométrium chez une femme. Et donc, on voit ici, dans la dépression postnatale, on a les 17 bêta-œstradiol transdermales qui diminuent la dépression, dans la dépression postnatale. Donc, ici, c'est un peu parce que c'était le patch de œstraderme. L'estraderme, ça ne marche pas si bien. Premier jour, on a trop peu. Deuxième jour, on a trop. Troisième jour, on a trop peu. Donc, c'est patch. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas le top. On a des meilleurs résultats avec l'œstrogène plus dosé. Alors, pour la dépression post-ménopausée, ça, je crois que c'est assez pas étonnant. C'est vraiment il a de la dépression dans la post-ménopause, c'est très fréquent. 45%, presque la moitié des femmes post-ménopausées non traitées ont des plaintes de dépression, ne fût-ce que mineures. Et le traitement qui se donne est comme celui de la femme préménopausée, mais qui vient d'accoucher et qui tombe en dépression postnatale. C'est du premier, 1 à 3 pressions d'œstrogène du 1er au 25e jour du mois et 100 mg de progestérone. Ce sont les doses qui vont bien. Vous devez voir si une femme est très âgée, on commence plus bas. Si une femme est plutôt jeune, vient d'être post-ménopausée, à ce moment-là, on peut donner facilement 3 pressions. Donc ici, beaucoup d'études ont montré en fait, et donc je ne rentre pas dans les détails, je pense que la plupart de vous le savent, ça diminue la dépression, mais c'est de façon majeure que je trouve que ça diminue la dépression. J'ai vraiment eu l'impression au début de ma carrière que les hormones thyroïdiennes et les œstrogènes diminuent le plus la dépression. Donc encore des études qui montrent amélioration avec l'œstrogène de la dépression dans la ménopause, post-ménopause. Alors ici, on montre aussi dans la dépression réfractaire que lorsqu'on donne, on enlève les ovaires de souris femelles, elles tombent en fait en dépression et on ne sait pas traiter ça avec des antidépresseurs. Les antidépresseurs ne fonctionnent que si on ajoute des œstrogènes. Donc il faut vraiment, les œstrogènes permettent aux antidépresseurs de fonctionner, mais en soi, les œstrogènes peuvent déjà résoudre le problème. Donc, en fait, j'aurais dû montrer ces diapositives ici. Et donc, ici est une étude déjà assez ancienne qui montre que les œstrogènes diminuent les dépressions dans les dépressions majeures qui ne répondaient pas au traitement antidépresseur. Donc on a vu les œstrogènes sont super pour la femme, mais chez l'homme, parce qu'on ne va pas donner des œstrogènes chez l'homme, sinon ça va augmenter le volume de la prostate et va fragiliser le cœur. Chez l'homme, il faut de la testostérone. Mais en fait, c'est quand même les œstrogènes chez l'homme qui fonctionnent parce que la testostérone se transforme en œstradiol dans le cerveau de l'homme. Mais il faut la forme prudente d'avoir de l'œstrogène dans le corps d'un homme, c'est testostérone dans le sang qui, dans les cellules, peuvent se transformer en œstrogène. Et donc ça, c'est le traitement le plus important pour l'homme après les hormones thyroïdiennes contre la dépression. Donc, en fait, l'ordre que je suis est l'ordre aussi pour commencer. Si vous avez quelqu'un déprimé, pensez d'abord à l'hormone thyroïdienne, puis pensez aux hormones sexuelles, et puis on verra les autres hormones auxquelles il faut penser. Donc, la fréquence est importante de la dépression dans le manque de testostérone. On voit par exemple dans les hommes qui ont une dépression relativement subite et majeure, ils ont en général toujours un taux de testostérone plus bas que d'autres du même âge qui n'ont pas ce problème de dépression. Et
Pendant la dépression, le taux de testostérone est significativement plus bas, mais s'ils sortent de la dépression et s'ils vont mieux, eh bien, le taux de testostérone augmente, sans ajout de testostérone. Donc, pour avoir une rémission d'une dépression, il faut que la testostérone augmente. Ici, toute une série d'études, il y en a probablement plus aussi, qui montrent l'association entre les taux bas de testostérone et la dépression. Ici, on n'est pas dans une petite médecine. Hein. Quand vous donnez une statine, ou vous donnez quelque chose contre les maux de tête, ou vous donnez un antidépresseur, vous avez très très peu d'études. Dans les hormones, on a une catégorie nettement plus élevée en référence scientifique. C'est normal, on a eu, pour la plupart d'hormones, déjà plus de 90 ans de recherche là-dessus. Et pour les hormones, c'est libre. Ce n'est pas une seule firme pharmaceutique qui fait toutes les études. On a toutes sortes d'instituts dans le monde entier qui peuvent étudier les molécules humaines. Donc, il ne faut pas être étonné, on a beaucoup plus de références. Hein. Alors, l'instabilité émotionnelle chez l'homme, on a vu qu'ils ont alors des taux qui fluctuent de cortisol, testostérone, de haut en bas, haut en bas. Donc, si vous voulez, pour stabiliser ça, il faut des taux stables en testostérone. Et la dépression est aussi donc plus facile en cas de carence en testostérone. Ici, on voit qu'un excès en estradiol et une déficience en testostérone. En fait, quand on a un excès en estradiol, ça bloque les récepteurs à la testostérone. Donc, les deux situations ne sont pas bien. Donc, il faut vraiment toujours aussi vérifier les taux d'œstrogène chez l'homme. Ils ne peuvent pas être trop hauts. Quand dépression comme ça, il faut penser, surtout si l'homme paraît un peu pâle du visage, les yeux ne brillent pas beaucoup et les cheveux sont plats, pensez à carence en testostérone. Alors, la fréquence, pour avoir une idée, dans l'andropause, donc il y avait déjà une étude en 1946 qui était publiée, eh bien 77% des hommes en andropause chez qui on allait donner la testostérone pour en traiter l'andropause souffraient de dépression. Vous savez, cette testostérone est très importante pour l'homme parce que ça donne une sorte de détermination, on a de la fougue, on a de la capacité de faire les choses, on n'a peur de rien d'une certaine façon, on a une bonne présence avec la testostérone. Mais quand vous enlevez la testostérone à un homme, il commence à être hésitant, il est pâle, il ne sait plus très bien, il est impressionné par les autres. Ça donne fatalement une dépression. On se sent plus soi-même. Même si, c'est vrai, on est peut-être tous des êtres spirituels et des êtres de lumière, etc. Mais ici, on est dans cette réalité ici, avec les pieds ici, sur cette terre. Et là-dedans, on a certaines lois dans lesquelles on doit obéir. Et un homme doit se sentir homme. Et il peut se sentir à moitié femme, parce que maintenant, ça change un peu. Mais je dirais que la majorité se sentent un peu hommes. Et s'ils n'ont plus ces sensations que la testostérone donne, ils sont moins bien. Et vous êtes les thérapeutes capables de rectifier la situation. Alors, la testostérone peut traiter la dépression sévère chez la femme. On a déjà un peu vu ça précédemment lorsqu'on parlait de la fatigue où la femme est écroulée. La testostérone traite aussi les dépressions par manque d'androgène ou la dépression de l'homme vieux ou de l'homme de l'âge moyen, hein, l'homme au-delà de 40 ans. Et alors la dépression réfractaire aussi chez l'homme et la femme. Donc tous ces hormones qu'on est en train de voir peuvent rendre une dépression qui ne répond pas au traitement, elle va répondre et elle aura une évolution positive. Parce que ces dépressions sont en fait causées par ces carences en hormones, en fait. C'est pour ça que ça aide. Alors les dépressions sévères, on va faire un petit rappel ici. Vous voyez que les œstrogènes, lorsqu'on ajoute de la testostérone à un traitement aux hormones féminines chez la femme, on améliore encore mieux l'état d'humeur. Ça, c'est typique. Il faut de la testostérone chez la femme, c'est ça que ça veut dire. Et on peut changer cette situation. Une femme va vraiment devenir, de nouveau, avoir sa pleine capacité d'avant de pouvoir
diriger son homme à la maison. J'ose pas dire que c'est par expérience que je parle. Alors, la testostérone, si on donne des injections chez la femme, il faut souvent donner la finastéride, qui est un progestatif, je vous rappelle, donc, mais qui n'est pas bioidentique, et donc mais c'est quand même le plus efficace pour empêcher la pilosité. Mais pas trop, sinon on peut avoir de l'atrophie des zones génitales. Donc il faut vraiment le bon dosage. Alors, pour la dépression de l'homme grognon lorsqu'il vieillit, hein, c'est un peu ça, eh bien, on a les injections de testostérone rendent des jeunes plus optimistes, même les androgènes synthétiques apportent plus d'enthousiasme, et on a vu donc chez des jeunes déjà qui n'ont pas nécessairement besoin de testostérone, lorsqu'on augmentait leur taux, ils étaient mieux. Ils ont aussi plus heureux s'ils gagnent une récompense. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui améliore l'état d'humeur de façon positive. Et ici, toutes les études, mais il y en a encore d'autres, où on voit que la testostérone améliore et diminue la dépression. Alors, pour la dépression réfractaire chez l'homme, on voit que dans 43% des hommes qui ont une dépression réfractaire, on a des taux de testostérone extrêmement bas, en fait. En moins de 350. Donc, les références chez les hommes en dessous de 50 ans de la testostérone, c'est entre 300 et 1000 nanogrammes par décilitre. Et vous devez ajouter un petit zéro si vous êtes en picogrammes par ml. Et alors, lorsqu'on donne la testostérone chez des dépressifs réfractaires, des injections ici, une par semaine, je crois, de 100 mg, on a vraiment une amélioration sur le score de Hamilton. Alors, le quatrième traitement qui peut plus aider, c'est de traiter l'insuffisance des hormones surrénaliennes. On a des dépressions peuvent être réellement provoquées par ce manque, cette faiblesse des surrénales, des glandes surrénales qui sont sur les reins. Et ce qui peut paraître bizarre, et je pense que j'aurai des diapositives, parce que dans beaucoup de dépressifs majeurs, on a un taux de cortisol plus élevé. Le problème, c'est que le cortisol ne fonctionne pas en étant tout le temps élevé. Elle fonctionne en étant basse au repos, et dès que vous avez un stress, elle augmente. Et donc, ces personnes ne sont pas capables d'augmenter leur taux de cortisol, et ils sont tout le temps inquiets et tout, et donc ruminent beaucoup. Et leur cortisol reste toujours élevé, mais alors ils ne savent pas avoir ce punch ou ce panache supplémentaire dont ils ont besoin avec une augmentation de cortisol lorsqu'il y a un stress plus important. Donc, on a plus facilement de dépression liée au stress. Ça, c'est un manque de cortisol. On a aussi des petits états d'humeur dépressifs moins importants où on voit la vue négativement. Il faut savoir que la personne qui manque de cortisol, dans la maladie d'Addison par exemple, elles sont pessimistes. Elles vont toujours voir la moitié de la bouteille vide. Elles ne vont pas voir la moitié pleine. Même si la bouteille est remplie à 99%, elles vont surtout voir le 1% vide. Donc elles pensent négativement. Et ce n'est pas nécessairement qu'elles sont entraînées à penser négativement, c'est parce que leur état de manque de cortisol leur font ressentir le monde comme souffrant beaucoup plus. Elles souffrent beaucoup plus, ces personnes-là. Et alors, évidemment, la dépression due au burn-out et la dépression où on reste dans le lit, tout le temps. Ça sont des dépressions qui peuvent être vraiment dues au manque d'hormones surrénaliennes. Et notamment, on peut voir les détails. On voit que le mécanisme antidépresseur de la cortisol est en fait de stimuler tous les neurones du système limbique. Ils ont beaucoup de récepteurs pour le cortisol, des récepteurs dits de glucocorticoïdiens. Et le cortisol stimule l'état d'humeur en augmentant les récepteurs à la dopamine dans les endroits les plus importants du cerveau, dans les récepteurs à l'adrénaline dans le cortex cérébral et même les récepteurs GABA qui diminuent la douleur.
Et il semble activer également les récepteurs à la sérotonine. Donc c'est en activant des récepteurs de neurotransmetteurs antidépresseurs qu'elle fonctionne. Et en fait, le paradoxe, c'est que dans beaucoup de dépressions, ils ont un taux durant le jour de cortisol normal ou élevé et à la nuit élevé. Donc ils ne savent pas bien dormir parce que leur taux reste élevé. Il doit être plus bas la nuit. Alors vous voyez par exemple le taux augmenté dans la dépression primaire par rapport à des schizophrènes non déprimés. Eh bien on voit 21% de taux plus élevé de cortisol dans la dépression primaire. Et on voit, donc le paradoxe, c'est que en fait, à cause de ce paradoxe de taux plus élevé la nuit, c'est en fait, la nuit, il reste éveillé parce qu'il pense à tous les souvenirs de stress. Donc, le cortisol diminue la mémoire pour tout, sauf ce qui est négatif. Parce que c'est une hormone de lutte. Et donc, on a beaucoup de pensées, de ruminations anxieuses la nuit, à cause du taux augmenté de cortisol. Et on ne sait pas dormir parce que le cortisol, c'est une hormone qui réveille. Et alors on voit qu'en fait, les taux de cortisol diminuent lorsque la dépression diminue. En fait, ici, on manque un cycle circadien. Le taux est tout le temps élevé, et le taux doit être élevé le matin tôt, et après ça diminue, et puis ça augmente lors de stress, et ça, on n'a pas chez ces personnes déprimées. Et donc, vous devez restaurer comme médecin ça. On voit aussi qu'il y a moins de récepteurs au cortisol dans les cellules cibles. Donc ici, une étude montre que dans les récepteurs au cortisol au niveau des lymphocytes, c'est à l'intérieur des lymphocytes, c'est dans le cytoplasme et surtout dans le noyau, on voit que dans la dépression majeure, il y a beaucoup moins de récepteurs. Donc même si le taux est élevé, il n'y a pas assez dans les cellules, quoi. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de récepteurs. Déjà, dans d'autres maladies, ce n'est pas terrible pour les récepteurs, mais c'est de façon nettement plus bas dans les dépressions majeures aux récepteurs. Donc, ils savent moins bien s'adapter au stress parce que le cortisol reste bas. Ils ont moins de récepteurs, parce que même s'ils avaient plus de cortisol, ça répond moins bien. Donc tout ça, c'est un peu une confirmation. La CTH, on ne sait presque pas l'augmenter avec un test de stimulation, donc c'est pas réactif. Ils ne vont pas répondre au stress par une augmentation du taux. Alors, c'est une dépression, qui est généralement toujours associée avec des taux de DHA bas. Et on voit que, par exemple, le taux de DHA est plus bas dans la dépression chez les femmes post-ménopausées. Ici, plus bas est le taux de DHA, plus il y a dépression. Et quand la dépression diminue, le taux de DHA augmente. Donc, il faut associer à ce cortisol qu'on donnerait de la DHA. Et donc, dans la dysthymie, etc., on améliore en donnant... ça enlève même la psychose, en fait, certaines psychoses. Surtout les psychoses paranoïaques, le traitement au cortisol. D'ailleurs, l'excès de cortisol ne donne pas de la psychose, elle fait une sorte d'euphorie. Donc, c'est très loin de la dépression, ça. Donc, la thérapie au DHA peut aussi améliorer ces dépressions, et même dans la sclérose multiple. Donc, elle seule peut déjà avoir un effet. L'idéal, c'est de combiner les deux. En tout cas, je ne donne jamais, et ça je le répète, de hydrocortisone sans DHA. Quels sont les taux à donner? Bien, le matin tôt, vous donnez l'hydrocortisone à 10 mg, par exemple, et le midi, vous donnez 5 mg. Ceci est le minimum du minimum, et qui se donne à des femmes, par exemple, asiatiques ou de petite taille. Mais si une femme a une taille, disons, moyenne pour une caucasienne, c'est 10 mg le matin, 10 mg le midi. Après, on n'a pas nécessairement besoin de donner plus. Si la carence est beaucoup plus grave, beaucoup plus importante, vraiment, sur elle, ont vraiment été un peu, sont contractés un peu, enfin, sont atrophiques, et on peut aller jusqu'à 30 mg chez une femme. En général, pas plus. Mais ça n'empêche qu'il faut augmenter en cas de stress, parfois, la dose.
Alors, donc ça sont les doses chez les caucasiennes en général. Certaines africaines plus volumineuses peuvent peut-être avoir un peu plus. Donc il faut vraiment aussi voir quelle est la morphologie du patient. Ça c'est chez l'homme en fait, ceci. Donc en fait, non, attends, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste là-bas. Donc ça c'est plutôt asiatique qu'on aurait dû mettre pour ces doses. Donc des personnes de plus petite taille. Donc là il y a une petite erreur. Ça c'est most Asian. Ça c'est, il faut corriger ça. Alors, la dépression liée au stress. Et on a par exemple, on voit que quand on médite, on peut augmenter son cortisol lors de stress. Donc la méditation permet d'épargner le cortisol et d'en avoir plus à sécréter lors de stress. Donc ça, c'est une méthode différente que donner l'hormone. On peut aussi faire cette technique, ça peut aider. Et alors, le cortisol, c'est vraiment l'hormone numéro 1 pour résister au stress. Si on a trop peu de cortisol, on souffre beaucoup plus. Tout est beaucoup plus ressenti comme agressif et on souffre plus. Quand on donne l'hydrocortisone, on peut souffrir normalement, je dirais, pas excessivement. Par contre, si on a trop de cortisol, on ne souffre pratiquement plus, on est euphorique tout le temps. Donc c'est très simple, c'est l'hormone anti-souffrance. Il ne faut pas donner trop non plus parce que sinon on est un peu, je dirais, psycho. Mais la bonne dose, c'est toujours ça, le juste milieu. Pour traiter le burn-out, on a vu ça ici un peu plus, on a vu que les taux sont plus bas en cas de burn-out avec le burn-out. Les doses qu'il faut prendre, ce n'est pas 5 ou 10 mg, ça ne sert pas suffisamment. Et en général, quand on donne des petites doses, ils vont moins bien parce qu'ils vont un peu mieux et puis ça rechute parce qu'il y a une petite suppression des surrénales quand même dans la journée et puis ils ne se sentent pas bien par ces fluctuations. Il faut donner quelque chose où le taux semble, enfin, l'effet de l'hormone sont plus stable, donc il faut en général minimum 20 mg. Chez certaines femmes, parfois 15 mg, mais pas moins, et chez l'homme, pas moins que 25 mg en général. Hein, c'est beaucoup moins actif, la cortisone naturelle, que le dérivé de synthèse qui reste très longtemps dans le sang, donc les doses sont un peu différentes, mais en cortisone, c'est l'hydrocortisone qui est en dépresseur beaucoup plus que les dérivés de synthèse. Et il faut toujours donc balancer ça avec assez d'hormones surrénaliennes. Donc jamais le cortisol tout seul. Le pape du cortisol physiologique, etc., s'appelle William Jeffries, a écrit un super livre, Safe Uses of Cortisol. Mais le problème, c'est qu'il avait mentionné la DHA, mais n'en prenait pas lui-même. Mais il prenait son cortisol. Alors avant qu'il meure, j'ai eu la chance de le voir, c'est un type charmant, mais il était tout ostéoporotique. Donc, il avait aggravé son ostéoporose en ne traitant pas sa carence en hormones mâles, mais aussi pas en DHA, je crois. Tout est balancé dans le corps. Si vous faites ça bien, vous aurez beaucoup d'amélioration. Vous risquez pas grand-chose. Alors, restez toujours dans son lit. Il y a vraiment des personnes qui sont déprimées, restent tout le temps dans leur lit. Hein. Elles ont l'impression aussi, si elles se lèvent, qu'elles tourniolent. Donc ça, c'est le manque d'aldostérone qui s'ajoute. On avait vu ces études dans le burn-out et tout ça. Et alors, il faut donner l'aldostérone. Donc la dose moyenne est 100 microgrammes. Mais si la tension atteint quand même 110, on peut essayer éventuellement 50, 75. Ça ne marche pas trop. La plupart des patients sont mieux à 100 microgrammes ou rien du tout. Alors, il y a certaines qui ont une telle basse tension qu'il faut 125 à 150. Nous avions eu, à un certain moment, une patiente qui venait de Norvège sur une civière avec un Baxter de perfusion où on avait mis de l'eau salée. Âge 18 ans ou 17 ans. Et elle régulièrement devait aller en hôpital pour un collapsus total de sa tension, quoi. Et en fait, elle manquait simplement de fludrocortisone, c'est tout, quoi. Enfin, d'aldostérone, c'est tout. Bon, il fallait donner la 200 microgrammes plutôt que 100 microgrammes. Je ne sais pas comment on passe à côté. Elle avait des sources d'hypertension qui ne fonctionnaient pas parce qu'on ne traitait pas la cause, évidemment.
vous serez un bien meilleur médecin si vous apprenez d'abord à traiter vos propres carences. Et alors, vous allez vous sentir mieux, vous allez dire, moi, je ne vais plus jamais rater ça chez un patient, hein, parce que vous comprenez la souffrance qu'il a derrière. Si moi, je traite autant de carences hormonales, c'est parce que j'ai une formidable chance, j'ai beaucoup de carences. Et pour moi, c'est une chance parce que j'ai pu alors tester. Mais beaucoup de gens ont aussi beaucoup de carences, beaucoup de médecins, et ne les traitent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des carences. Donc, si vous apprenez à traiter, vous avez beaucoup plus à apprendre. Vous avez vraiment des médecins encore meilleurs que vous êtes déjà maintenant. Et les patients seront reconnaissants. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de patients reconnaissants. Vraiment beaucoup. Alors, DHA aussi diminue la dépression. Mais ça sont des doses beaucoup plus hautes données parce que la DHA, pour que ça aide la dépression, prend 4 à 6 mois. Parce qu'elle doit se transformer dans d'autres hormones, elle doit stimuler des récepteurs, etc. Et ça prend autant de temps. Donc, le DHA, c'est beaucoup plus lent. Sauf si vous surdosez. Alors, moi, je ne surdose pas parce que je comble toutes les carences. Mais dans des études, ils ont surdosé et là, ils ont des effets plus rapides. 60% des patients ont amélioré avec au moins une diminution de 50% du score de dépression avec 6 semaines de 90 mg par jour pendant 3 semaines, puis 450 mg par jour. Ici aussi, je crois que c'est une autre étude, c'est uniquement maximum 90 mg, amélioration en 6 semaines avec un traitement plus dosé. Alors, l'hormone de croissance, c'est numéro 5 comme traitement. L'hormone de croissance, lorsqu'il manque, elle donne un épuisement et de l'anxiété. Elle donne aussi de la dépression majeure, mais l'anxiété est souvent un peu plus importante que la dépression. On voit que ceux qui ont envie de se suicider, les adolescents ont moins d'hormones de croissance et dans la dépression majeure, c'est moins aussi. Donc, il y a des études qui confirment ça, des taux assez bas de tous ces produits. Enfin, de taux de sécrétion d'hormones de croissance aux 24 heures, de la nuit, 73% diminué. Donc, en tout cas, dans les dépressions majeures, là, il faut certainement donner l'hormone de croissance pour tout à fait en sortir. Ça, c'est fondamental. En fait, tout ce qui est manque d'hormones de croissance est extrême. Quand il y a vraiment un manque d'hormones de croissance en état, c'est un état extrême. Fatigue, extrême dépression, extrême angoisse avec attaque de panique. Alors, qu'est-ce que je fais dans quelqu'un qui peut se suicider? En général, puisqu'ils ont de toute façon les carences, même s'il est jeune, je donne un petit peu d'hormones de croissance, je donne la mélatonine et je donne du cortisol le matin. Ça va très vite, ça fonctionne en disant les jours qui suivent, un effet très très bon. Parce qu'en fait, ils manquent de ces hormones. On peut dire, oui, c'est la famille, oui, c'est ceci. On peut toujours trouver des victimes, des coupables, etc. Mais ça ne va pas aider le patient puisqu'il y a un manque hormonal en même temps. Si vous comblez le manque hormonal, il sera beaucoup mieux résoudre ses problèmes psychologiques. J'avais un psychiatre ici de Bruxelles qui, à un certain moment donné, m'a envoyé, je crois, 32 patients, et c'était 32 cas où il ne savait plus avancer. Je ne le savais pas, je ne le connaissais pas, mais il avait envoyé parce qu'il y avait une de ses patientes qui était revenue beaucoup mieux en traitement ici. Et il m'a dit, par après, lorsqu'on a fait connaissance, il s'est traduit des 32 patients, les 32 qui étaient réfractaires ont amélioré, tous. Pas parfois 100%, mais tous ont de façon assez nettement amélioré. Donc je pense que le meilleur psychiatre, c'est celui qui combine les deux. La thérapie hormonale, des carences qu'ils ont, et alors la psychothérapie. Donc ici, c'est chaque fois un peu la même chose, des études qui confirment ce manque. Et alors, donc l'hormone de croissance traite 2 sortes de dépression, la dépression majeure et la labilité émotionnelle. Quand quelqu'un fait un accident grave avec commotion cérébrale, souvent leur humeur devient de haut et de bas. C'est dû à la carence en hormones de croissance causée par la commotion cérébrale, où l'hypophyse sécrète moins d'hormones de croissance. Et parfois, ça ne commence qu'1 an après, ou 5 ans après. Alors donc,
Cet hormone de croissance améliore la dépression majeure. Typiquement, c'est vraiment, on ressent la vie. Comment est-ce qu'on ressent la vie? On a le taux d'un nain, donc on est impressionné vis-à-vis des difficultés de la vie. Hein, vraiment, on tend à dramatiser tout parce que tout est dramatique. On a le taux d'un nain dans un grand monde. On a l'impression de rien savoir faire. Parce qu'en plus, l'hormone de croissance est là pour nous faire bien voir la différence entre l'essentiel et l'accessoire. Quand on a trop peu d'hormones de croissance, tout est important. Ce qui veut dire qu'on n'a pas la capacité de traiter tout. Et donc, sans énergie. Donc, vraiment comme si le monde, on a le monde un poids sur soi, et c'est trop. Mais de façon extrême. Donc, toutes les dépressions associées avec des taux plus bas en hormones de croissance ou en IGF-1, c'est un peu la même chose. Alors, comment on peut améliorer? On s'aperçoit qu'on peut, avec la lumière le soir, par exemple, avant d'aller coucher, on retarde la mélatonine, donc on a plus d'énergie. Donc, si vous voulez travailler le soir, mettez beaucoup de lumière, mais on augmente le taux nocturne par après de hormones de croissance. Donc, on peut améliorer par la lumière. Je dis à mes patients très souvent, lorsqu'un traitement ne marche pas, je vérifie et assez souvent, ils ont un local trop sombre. J'avais encore un qui avait des problèmes aussi d'angoisse, mais il aime vivre dans le noir et s'habiller en noir. Non, je ne veux pas critiquer ceux qui s'habillent en noir, mais c'est sombre. Ça diminue la luminosité. Et en fait, le traitement consiste à mettre beaucoup plus de lumière dans les locaux là où ils sont, et les murs beaucoup plus clairs, pas des murs en noir, des murs très clairs, et être près d'une fenêtre, et vous verrez que les traitements hormonaux vont mieux répondre parce qu'il y a plus de récepteurs aux hormones quand on fait ça. Il y a aussi plus de sécrétions endogènes, mais plus de récepteurs. Donc la lumière est très importante. Il faut très sombre la nuit, très clair pendant le jour. Donc l'hormone de croissance améliore le bien-être. Bon, il y a plusieurs études qui montrent ça, la qualité de vie améliorée, dépression diminuée grâce à l'hormone de croissance. C'est déjà plus qu'assez démontré. Alors, pour la labilité émotionnelle, on voit que ceux qui ont un syndrome post-traumatique, ils ont beaucoup plus de dépression. Et là, un des deux traitements les plus importants, c'est l'hormone de croissance qui augmente de façon assez nette leur qualité de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. Quelqu'un a une commotion cérébrale, son cerveau ne sera plus jamais le même sans traitement. Parce qu'il y aura des carences hormonales. Du fait que l'hypophyse s'est détériorée. C'est presque impossible. Moi, j'ai presque jamais vu une personne qui a une commotion cérébrale qui est tout à fait bien du point de vue hormone. Alors, donc ça augmente la paix intérieure, la stabilité émotionnelle de façon très nette. C'est vraiment l'effet typique de l'hormone de croissance. Vous relativez beaucoup mieux les choses parce que vous trouvez chaque fois une solution. Un problème, hop, vous trouvez la solution. Le problème est là, un tiers, vous avez déjà la solution. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en faire alors? Et en plus, comme l'hormone de croissance détend très bien tout le dos et tout le corps, on peut faire autre chose qu'aller chez l'ostéopathe pour se réparer le dos, quoi. Hein? La conclusion, c'est que la dépression chronique, il y a souvent des déficiences hormonales et souvent multiples, pas une seule, et que l'idéal, c'est qu'ils ont besoin de donner des thérapies hormonales plutôt que des antidépresseurs. On peut toujours encore ajouter des antidépresseurs si jamais ça ne marchait pas, mais c'est très rare ça. Et ce qu'il faut utiliser, c'est des doses physiologiques d'hormones pour rectifier la situation. Donc ça, c'est un peu... Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ouais. Oui, donc dans le burn-out, c'est très rare de trouver une étude où le taux de cortisol est élevé. En général, c'est bas.
Par contre, dans la dépression majeure, sans burn-out, mais vraiment des gens qui ne voient plus à quoi ça sert de vivre et qui restent comme ça très profondément et qui ne sont pas actifs, là, la cortisol est généralement plus élevée parce que bon, ils ne se sentent pas bien, ils se font beaucoup de soucis et ça augmente le cortisol. Donc, dans la dépression majeure, le cortisol est augmenté, disons, de 30%. Mais le cortisol ne fonctionne que s'il y a des fluctuations. Donc, on doit avoir un cortisol bas au repos et il doit être élevé lorsqu'il y a un stress. Et ça ne se passe pas du tout dans la dépression majeure. Hein? Et dans ce cas-là, quel est le traitement pour rectifier ça? On diminue le cortisol qui est la nuit, beaucoup trop élevé et qui le tient éveillé, en donnant l'hormone de croissance et la mélatonine. Mais en première instance, si vous commencez à traiter des patients et que vous ne connaissez pas encore trop, donnez de la mélatonine. Ça diminue le cortisol des grands dépressifs la nuit. Et comme ça, un cycle circadien va commencer à se réinstaurer grâce à la mélatonine ou l'hormone de croissance. Il y a aussi d'autres hormones qui diminuent, mais ça sont très importants. Et donc, il faut rectifier. Et alors, on rectifie aussi par la lumière le jour. Très forte lumière et très forte d'obscurité la nuit. Éventuellement, on met un masque devant les yeux. On restaure le cycle circadien de cortisol et ces déprimés iront mieux rien que par ces deux moyens. Mélatonine, lumière, contraste lumière forte de jour, etc. Et dans le burn-out, donc, on doit donner de cortisol à coup sûr pour rectifier ça. Et là, vraiment, le manque d'énergie qu'ils ont, etc., c'est ça vraiment. Et en fait, aussi, même dans la dépression majeure, un peu de cortisol peut rectifier le cycle circadien, parce qu'alors on refait un pic le matin, et alors la glande commence à réagir à nouveau. Et donc, toujours avec un peu de DHA, etc. Donc, c'est très important qu'on ne rate pas le manque de cortisol dans le burn-out, parce qu'il est presque toujours là, quoi. Et surtout, vous verrez, beaucoup de gens burn-outés ont des joues plus creuses, des taches de pigmentation. Là, vous êtes tout à fait sûr. Des cernes brunes sur les yeux. Là, vous êtes tout à fait sûr d'être dans le manque de cortisol. On va parler sur le cortisol, je crois, ce sera en fin du premier semestre de l'année prochaine. Et ça vaut vraiment la peine parce que c'est un traitement. J'ai écrit un article pour une revue américaine assez importante. Cortisol therapy that gives your life back, qui rend la vie à ceux qui étaient plus dans une survie, quoi. Oui? Question? Comment trouver sur l'hormone de croissance? Vous trouvez dans n'importe quelle pharmacie belge. En France, les Français, ils prennent le train ici et enrichissent l'économie belge en achetant l'hormone de croissance ici. Mais alors, normalement, avec une prescription de médecin français, normalement, le pharmacien belge est obligé de délivrer tout médicament qui vient d'un médecin de l'Union européenne. Alors, si vous avez une prescription, il faut faire une prescription française et vous allez ici. Et sinon, le plus facile, c'est d'aller à un des médecins belges qui sont ici. Vous allez chez le médecin belge. Et vous faites une consultation et vous avez votre hormone de croissance, quoi. Mais Internet, ça ne marche jamais. J'ai essayé toute série d'Internet. J'ai même la plus grosse firme par Internet, Genotroping, j'ai essayé et après 2 jours, ça ne marche plus. Pour d'autres hormones, ça peut aller, mais pas pour l'hormone de croissance. Ils ne mettent pas de bons conservateurs, je crois. Oui? Ouais. C'est une très bonne question parce que beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce que l'hormone de croissance n'est pas un inducteur de cancer? Parce que dans les études in vitro, ça stimule la prolifération de cellules cancéreuses. In vitro. Okay? Alors, dans les études chez les personnes en très grosse carence en hormones de croissance, on a vu que ces personnes en très grosse carence en hormones de croissance font 2 fois plus de cancer et meurent 4 fois plus de morts de cancer que d'autres
personnes qui n'ont pas de carence grave en hormones de croissance. Et quand on donne de l'hormone de croissance à ceux qui sont en grave insuffisance en hormone de croissance comparé à un groupe qui n'est pas traité, on voit qu'ils ont une normalisation du taux de cancer. Donc, ils ont 50% moins de cancer en général grâce au traitement à l'hormone de croissance par rapport à ceux qui ne sont pas traités. Donc, si vous avez un cancer que vous commencez, normalement, vous devez prendre l'hormone de croissance parce que c'est protecteur. Il n'y a pas d'étude qui contredit ça, in vivo. Il faut ne pas trop, évidemment. Il faut le juste milieu. Il a une juste dose quand même à avoir. Alors, c'est vrai que quand les taux d'IGF-1 sont bas, donc il y a un marqueur de manque d'hormones de croissance, il y a toute une série de cancers qu'on a en plus, gastro-digestif, gliome, cancer cervical, etc. Mais pour le cancer du sein, c'est l'inverse. Le cancer du sein, la majorité d'études, pas la moitié, la majorité des études, montrent qu'un taux d'IGF-1 élevé est lié à plus de cancer du sein. Okay? Malheureusement, les études n'ont pas été faites avec le rapport IGF-1 et IGF-BP3, qu'on ne sait pas la quantité d'IGF-1 qui peut rentrer dans les cellules, le biodisponible. Ça serait encore mieux comme étude. Mais lorsqu'on a analysé les tumeurs à l'hormone de croissance, du sein, donc c'est la seule exception, hein, ça, on a vu qu'ils ont en moyenne 50 à 70% moins de récepteurs à l'hormone de croissance. Ça veut dire que c'est une sorte de résistance à l'hormone de croissance, comme une résistance à l'insuline. On a vu aussi que les tumeurs du sein sont capables de produire de l'hormone de croissance et de l'IGF-1, expliquant pourquoi les taux sont plus élevés. Donc c'est plutôt une conséquence, un marqueur qu'il y a un cancer qui commence à aller. Si vous avez une personne qui avec de l'atrophie tissulaire et un taux d'IGF-1 élevé, il y a probablement un cancer qui est en train de se former. Le cancer de la prostate, c'est la même chose. Le cancer de la prostate peut produire de l'IGF-1. Et donc, c'est plutôt un signal d'alarme, mais ce n'est pas ça qui provoque le cancer, puisque ça vient par après, quoi, une fois que la tumeur commence à se développer, quoi. Donc, c'est assez rassurant. Alors, on a aussi vu, par exemple, chez les femmes qui ont un cancer du sein, que au plus haut est le taux d'IGF-1, au moins que c'est un cancer agressif, au moins que on a tumor node metastasis, TNM, donc la tumeur est plus petite, a des taux IGF-1 élevés, tumeur du sein. Il y a moins facilement d'invasion dans les ganglions, il y a moins facilement de métastases, quoi. Donc, je pense que c'est assez rassurant, mais il faut toujours rester dans les doses physiologiques pour être prudent, et il faut toujours aussi donner un régime paléo, pas cuire dans de l'huile. Ça, c'est une aberration, cuire dans l'huile d'olive. Il faut être fou, quoi. Ça donne de l'acide éléidique et d'autres acides gras trans qui favorisent le cancer, quoi. Cuire un steak bien cuit, c'est une folie. Une femme a 4 fois plus de cancer du sein si elle mange son steak 3 fois par semaine ou plus bien cuit, qu'un steak saignant, par exemple. Donc, il y a quelques règles à avoir qu'on donne aux patients. Et moi, j'ai fait une étude sur mes patients, dont beaucoup sont très malades, donc ils ont plus de risques de cancer, je dirais. Et au lieu d'avoir plus 30%, on avait moins 30% de cancer, en général, y compris le cancer du sein et de la prostate, quoi. Ça va? Au niveau du labo, comment objectiver une carence en aldostérone? Comment objectiver une carence en aldostérone? En fait, on va discuter de ça dans le premier semestre ou le deuxième semestre l'année prochaine. Mais en gros, moi, je le fais dans les urines de 24 heures. J'aime bien parce qu'on a 24 heures d'image. Il faut aussi leur demander de ne pas faire d'exercice physique parce que ça peut augmenter le truc. Donc pendant un jour ou deux d'être sédentaire, le jour avant, etc. Et on demande l'aldostérone dans les urines de 24 heures. On peut le demander aussi dans le sang le matin. Il y a 2 références. Alors, s'il est grabataire dans un lit d'hôpital, ça, vous ne demandez pas ça. Vous dites que le patient, il est en fait... il bouge avant d'aller au labo, faire sa prise de sang ou d'aller chez vous. Donc, vous pouvez le demander, mais c'est moins spécifique. C'est mieux dans les urines 24. Et il faut toujours demander le sel. La créatinine pour savoir la masse musculaire et le sel, le sodium, parce que si personne mange très très peu de sel, elle va augmenter
artificiellement son taux d'aldostérone. Mais si une personne est à un régime appauvri en sel, son aldostérone doit être environ 50% de plus que le taux supérieur de la référence. Les études chez les jeunes ont montré ça. Donc, lorsqu'on les met sur régime sans sel, l'aldostérone est vraiment bien produite, et plus on devient âgé, moins on est capable de produire l'aldostérone lorsqu'il y a un manque de sel. Parce que le rôle de l'aldostérone, c'est garder le sel dans le corps, et avec ça, elle garde l'eau, et alors la tension est plus augmentée. Oui? Oui? Alors, il faut faire un peu attention au sel, c'est que si on prend trop de sel, on peut être intoxiqué. Moi, j'ai subi 2 intoxications de sel, et alors malgré que j'ai très peu d'aldostérone, de cortisol, oui, mais à 20 mg, on rectifie la situation, donc ils deviennent normaux. Donc ils prennent la quantité normale. L'idéal aurait été de ne pas prendre plus que 0,7 g de sel, qui est le régime préhistorique, disons. Parce que nous, on mange 2,5 grammes de sel en général, la population moyenne. Ça, c'est un peu trop. Quand on donne ces traitements, on n'a plus vraiment besoin de ça. Par contre, si on n'a pas de traitement pour les hormones surrénaliennes, il faut manger plus salé, sinon la tension chute. Et là, vous avez raison. Et parfois, le traitement fludrocortisone ne marche pas parce qu'on n'a pas assez de sel dans son alimentation. OK? Oui? Voilà. Vous n'avez probablement pas été à la présentation en septembre, mais je pense qu'elle a été vidéotypée, et ça vaut la peine de voir parce qu'il y a beaucoup d'informations, et peut-être vous pouvez demander au labo une copie de handout, parce que ça, c'est très intéressant. En fait, les tests de sang sont très précieux, mais il faut savoir les interpréter. Et beaucoup d'études ont montré qu'à l'intérieur des valeurs de référence du labo, il y a la pathologie. Il n'y a qu'une petite zone de taux qui pourrait être plus ou moins optimaux. Et si on n'est pas dans cette zone, par exemple, si vous n'êtes pas dans les 20% taux plus élevés de T4, vous avez plus de syndrome métabolique, toute une série d'autres carences un peu cardiaques, des symptômes d'insuffisance thyroïdienne. Et donc, des études ont montré ça. Et donc, il faut presque avoir ce handout, cette copie des slides, parce que si jamais vous avez un problème, vous montrez que le taux du patient, il était dans ces 80% les plus bas et qu'il est lié à un syndrome métabolique avec au moins 3 signes de syndrome métabolique comme hypertension et cholestérol élevé, etc. Et autres. Et alors, vous avez ça aussi pour la TSH. La TSH n'est bien qu'entre 0,4 et 1,3. Au-delà, vous avez même rapidement la mortalité augmentée chez la femme par infarctus. Cholestérol élevé, dépression et tout ça. Et donc, il y a vraiment... Donc, plus haut est la TSH à l'intérieur des valeurs de référence, plus vous avez la pathologie. Et donc, ce sont des valeurs statistiques. En fait, par définition, les valeurs de référence sont 95% des patients entre ces valeurs, 2,5% en dessous, 2,5% au-dessus. Et donc, des patients qui vont à ce labo, parce que le médecin va demander un test thyroïdien quand il soupçonne un petit problème, il pense qu'il peut avoir un problème, donc ce ne sont pas des gens en super bonne santé. Et pourtant, chaque labo a ses propres références, il doit le faire légalement sur les tests des patients. Ils enlèvent juste les valeurs les plus anormales. Mais donc, c'est des valeurs statistiques, ce n'est pas des valeurs de santé, et il faut chercher les valeurs de santé. Donc, vous savez justifier ça parce que, bon, moi, j'interviens comme expert pour défendre les pauvres médecins qui font cette médecine et qui sont attaqués alors qu'ils ne devraient pas être attaqués. Et donc, et là, on voit très bien, pour l'instant, je ne vois pas quel endocrinologue peut résister j'ai eu un endocrinologue qui était hyper fâché, furieux, cassait le médecin à tous les prix. Et puis, moi, j'ai mis mon rapport, j'ai dit, mais cet endocrinologue, il n'a pas d'expérience avec les traitements thyroïdiens, avec des valeurs de taux à l'intérieur des valeurs de référence. Et alors, j'ai donné toutes les références scientifiques. Donc, s'il n'était pas d'accord, il donnait d'autres références scientifiques. Alors, j'étais tout surpris quand même à ce point-là. Ce très agressif m'a dit, écoutez, parce qu'en Angleterre, lorsqu'on est expert, on doit se mettre d'accord sur ce qu'on est d'accord et pas d'accord. Donc, il faut converser avec l'expert. Tu ne peux pas être méchant. J'ai changé mon rapport, en fait. Je l'ai beaucoup plus soft, diplomatique. Et le médecin, l'expert, a dit, écoutez,
on ne va pas discuter très longtemps, hein. Je suis d'accord pour 90% des choses. Mais il avait aussi montré des choses comme, par exemple, il n'a pas d'études scientifiques qui montrent que les nutriments... alors moi, je sors avec mes études double aveugle, contrôlées par placebo, qu'il avait plus d'études, il y avait 3 fois plus d'études dans cette année-là, enfin l'année passée, qu'il faut pour enregistrer un produit comme une statine, quoi. Oui. Mais donc, c'est bien, c'est le pédiatre pour former des personnes qui ne vont pas se débrouiller dans la vie, être un peu malheureux. Mais en fait, cette rigidité qu'on a ces personnes qui croient savoir mieux, il faut avoir la compassion. Parce que ce qu'on va mettre sur le site Internet, ils ne pourront pas le mettre en doute. Et donc, vous pouvez monter la grandeur et pas la colère. Vous pouvez dire, écoutez, informez-vous, il y a un site Internet où il y a les références. C'est vrai qu'on n'a pas accentué ça sur l'enfant, ça serait quand même pas mal. Mais je pense que ça va être bientôt du passé, ce genre de polémique. Et si c'est la polémique, vous allez très vite vous voir. Et si vous avez un problème avec l'ordre, vous très vite vous envoyez au site ou vous downloadez les informations du site. Et c'est tellement facile. Maintenant, quand j'interviens, je ne veux plus intervenir. C'est pour ça que je mets sur un site Internet. Mais vous avez toute l'information qui a déjà servi à aider. Moi, presque tous les médecins que j'ai aidés, ils s'en sont sortis sans aucun problème. En tout cas, dès que c'est un problème en malade, ce n'est pas un problème. Je suis un peu comme peut-être pas gentil, mais un prédateur de méchants. Et puis, je donne les études. Et puis, les méchants, ils en ont sur la gueule, quoi. Mais maintenant, je suis un peu plus gentil. Je pense qu'il faut avoir la compassion. C'est pas que je suis bouddhiste, mais bon. C'est très facile, hein? Il a des signes cliniques. Oui. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut ce site Internet. Il faut aussi des formations. Et en fait, il faudrait suivre cette formation. On a aussi des formations sur ce site Internet. Je pense qu'il faut aussi avoir... On va avoir un examen d'hormonothérapie qui, à mon avis, de point de vue international, est le meilleur pour vraiment savoir ce que vous savez faire, qui s'est basé sur mes 2 livres, mais qui est vraiment, je crois, très sensé. Là, je suis presque sûr moi-même que vous savez déjà un peu traiter. Et donc, il faut quand même accumuler les certificats. Mais je pense que ça va changer. On voit déjà chez les urologues belges comme ça change. Ils proposent même la testostérone chez les patients cancéreux de la prostate. Donc, je pense que les temps changent, quoi. Mais c'est vrai que peut-être que ce que moi je vous propose, c'est parfois quelque chose qui paraît pour certains 20 ans en avance, mais les données sont déjà là. Donc c'est pas plus vraiment en avance, oui. Je voudrais confirmer qu'effectivement j'ai déjà eu des ennuis avec l'ordre dans la zone de Liège parce qu'un professeur effectivement avait essayé de m'intimider parce qu'avec plusieurs patients qui le quittaient. Le professeur d'ailleurs n'est pas loin d'ici. Et j'ai eu évidemment à comparaître, et j'en ai été ravi parce qu'en fait j'avais quasiment tendu le piège au professeur, et donc j'ai dû aller m'expliquer à Liège. Thierry a eu le bonheur d'arriver à temps, c'était d'ailleurs notre premier contact, et il m'a très gentiment secouru par les nombreuses études, et j'ai pu remettre ça devant le conseil, donc c'est assez impressionnant. Et quand toutes les études tombent, et que vous arrivez en plus avec un malade ou l'autre, l'affaire est arrangée, vous devez avoir aucune crainte. Je le dis parce que je sais qu'ici il y a des intervenants, des médecins qui seraient prêts, mais qui craignent ce passage. Je vous dis, n'ayez pas peur, ces études existent, il suffit de les sortir, on l'a déjà fait avant vous, et vous n'avez rien à craindre. Voilà, une voix qui porte bien. Mais donc, allez, un médecin comme moi qui va à la télévision, il a déjà 20 ans, je dis, je prends l'hormone de croissance, je donne l'hormone de croissance à mes patients. Je n'ai jamais été sanctionné pour ma pratique. J'ai été dernièrement sanctionné par une entourloupette parce que j'avais injurié un prof, avec un avertissement, parce que j'avais des circonstances atténuantes. Et parce que certains médecins du groupe qui avaient aussi participé à signer ont dit c'est Thierry Hurtaud qui a fait les choses, alors que j'avais un papier qu'ils avaient fait. Bon, c'est pas très grave, mais ce que je veux dire, jamais, c'est quand même pas normal, parce qu'on a quand même
un conseil qui normalement est très, très rétro, quoi. Hein. Enfin, c'est vrai que j'étais membre de conseil, donc je sais un peu comment ça fonctionne, et donc j'ai une arme de plus, je sais comment il faut parler. En tout cas, si vous avez un problème, soyez très gentil. Soyez très courtois, ferme scientifiquement. Et vous dites, c'est pour le patient, mais soyez très gentil, parce qu'il faut comprendre, ces personnes font un travail à la fin d'une journée, ils sont fatigués. Il ne faut pas les énerver quand même. Donc, vous simplement, vous les informez. Vous êtes là pour les informer. Et chaque question, vous avez quelque chose, c'est pour ça qu'il faut un peu étudier quand même, et vous avez les trucs scientifiques. Ah oui, cette science, là c'est scientifique. Ah, mais vous venez avec votre ordinateur, peut-être relié par Wi-Fi, et puis si c'est sur le site internet, vous mettez, voilà ces études-là, est-ce que vous voulez que je les imprime pour vous, que je les envoie par email, et des choses comme ça, quoi. Restez dans la science, soyez toujours gentils. C'est fondamental. Allez, c'est un acte de générosité vis-à-vis des personnes qui un jour veulent apprendre, parce que j'avais une commission d'enquête, j'avais donc un patient qui avait été traité, cancer de la prostate, traité aux hormones mâles et aux hormones de croissance. On va dire, c'est le truc tordu, mais évidemment, il n'avait pas de récidive ou quoi. Mais il avait fait une petite tachycardie, et un cardiologue avait déposé une plainte. Et alors, j'ai pas été en conseil parce que j'ai bien pu expliquer, mais après la commission, ils étaient hyper agressifs dans la commission. Et moi, j'avais pris de l'ocytocine, donc j'étais hyper gentil. Et puis, je les remerciais. Et puis, ils disaient, mais pourquoi est-ce que vous nous remerciez? Mais parce que même vos questions très fortes, au moins, j'ai eu l'occasion de m'exprimer et de donner une réponse. Et alors, mon budget a augmenté parce qu'ils ont, par Internet, enfin, un des deux a acheté les livres relativement coûteux quand même. Ils ont quand même acheté tous les livres, quoi. Hein. Donc voilà. Donc, vous savez, vous envoyez de la bienveillance, vous recevez de la bienveillance en retour. Vous pensez qu'ils vont vous avoir et que c'est des méchants, et ils vont réagir comme méchants, quoi. C'est simple, hein, c'est un truc psychologique ou spirituel, je n'en sais pas. Mais du moins qu'on est efficace, quoi. Oui. On va peut-être faire autre chose. On a peut-être est-ce qu'on a encore le temps, en fait? C'est à quelle heure qu'on fait la pause? Maintenant? Ah oui. Sinon, on va peut-être faire en fin de journée, prendre une personne de l'auditoire qui veut bien être candidate. En général, lorsque je fais il y en a beaucoup qui veulent venir, et on va un peu voir les carences hormonales éventuellement qu'on fait. Après la pause, ce sera sur la sexualité et les hormones. Et puis avec Stéphane, ici, Stéphane Résimond, on fera des cas patients, j'ai de quoi projeter des tests de labo et on va un peu examiner ça.